Jeanne R. Partie 10. Suite du chapitre 21. J'arrivai à Gateshead à peu près à 5 heures du soir, le 1er du mois de mai. Je m'arrêtai d'abord devant la loge, elle me parut très propre et très gentille. Les fenêtres étaient ornées de petits rideaux blancs, le parquet bien ciré, la grille, la pelle et les pincettes reluisaient, et le feu brillait dans la cheminée. Bessie, assise devant le foyer, nourrissait son dernier né. Robert et sa sœur jouaient tranquillement dans un coin. « Dieu vous bénisse. Je savais bien que vous viendriez, » s'écria madame Leven en me voyant entrer. « Oui, Bessie, » répondis-je après l'avoir embrassée. « J'espère que je ne suis pas arrivée trop tard. Comment va madame Reed? Elle vit encore, n'est-ce pas? »« Oui, elle vit. Et même, elle a plus qu'hier le sentiment de ce qui se passe autour d'elle. Le médecin dit qu'elle pourra traîner une semaine ou deux, mais il ne pense pas qu'elle guérisse. »« A-t-elle parlé de moi dernièrement ? » ?»« Elle parlait de vous ce matin et désirait vous voir arriver. Mais elle dort maintenant, ou du moins elle dormait il y a 10 minutes. Elle est ordinairement plongée dans une sorte de léthargie pendant toute l'après-midi et ne se réveille que vers 6 ou 7 heures. Voulez-vous vous reposer ici 1 heure, mademoiselle ? Et alors je monterai avec vous. » Robert entra à ce moment. Bessie posa son enfant endormi dans un berceau, afin d'aller souhaiter la bienvenue à son mari. Ensuite, elle me pria de retirer mon chapeau et de prendre un peu de thé, car, disait-elle, j'étais pâle et j'avais l'air fatigué. Je fus heureuse d'accepter son hospitalité, et quand elle me débarrassa de mes vêtements de voyage, je restais aussi tranquille que lorsqu'elle me déshabillait dans mon enfance. Le souvenir du passé me revint lorsque je la vis s'agiter autour de moi, apporter son plus beau plateau et ses plus belles porcelaines, couper des tartines, griller des gâteaux pour le thé, et de temps en temps donner une petite tape à Robert ou à sa sœur, comme elle le faisait autrefois pour moi. Bessie avait conservé son caractère vif, de même que son pas léger et son joli regard. Quand le thé fut pris, je voulus m'approcher de la table, mais elle m'ordonna de rester tranquille avec le ton absolu que je connaissais bien. Elle voulut me servir au coin du feu. Elle plaça devant moi un petit guéridon avec une tasse et une assiette de pain rôti. C'est ainsi qu'elle m'installait autrefois sur une chaise et m'apportait quelques friandises dérobées pour moi. Je souris et je lui obéis comme jadis. Elle me demanda si j'étais heureuse à Thornfield et quel genre de caractère avait ma maîtresse. Quand je lui dis que je n'avais qu'un maître, elle me demanda s'il était beau et si je l'aimais. Je lui répondis qu'il était plutôt laid, mais que c'était un vrai gentleman, qu'il me traitait avec bonté et que j'étais satisfaite. Puis, je lui décrivis la joyeuse société qui venait d'arriver au château. Bessie écoutait tous ces détails avec intérêt. C'était justement le genre qui lui plaisait. 1 heure fut bientôt écoulée. Bessie me rendit mon chapeau et je sortis avec elle de la loge pour me rendre au château. Il y avait 9 ans, elle m'avait également accompagnée pour descendre cette allée que maintenant je remontais. Par une matinée sombre et pluvieuse du mois de janvier, j'avais quitté cette maison ennemie, le cœur aigri et désespéré, me sentant réprouvée et proscrite, pour me rendre dans la froide retraite de Lowood, si éloignée et si inconnue. Ce même toit ennemi reparaissait à mes yeux. Mon avenir était encore douteux et mon cœur encore souffrant. J'étais toujours une voyageuse sur la terre, mais j'avais plus de confiance dans mes forces et moins peur de l'oppression. Mes anciennes blessures étaient complètement guéries et mon ressentiment éteint. « Vous irez d'abord dans la salle à manger, » me dit Bessie en marchant devant moi. « Les jeunes dames doivent y être. » 1 minute après, j'étais entrée. Depuis le jour où j'avais été introduite pour la première fois devant M. Brocklehurst, rien n'avait été changé dans cette salle à manger. J'aperçus, encore devant le foyer, le tapis sur lequel je m'étais tenue. Jetant un regard vers la bibliothèque, je crus distinguer les 2 volumes de Berwick à leur place ordinaire, sur le 3e rayon, et au-dessus, le voyage de Gulliver et les contes arabes. Les objets inanimés n'étaient pas changés, mais il eût été difficile de reconnaître les êtres vivants. Je vis devant moi 2 jeunes dames, l'une, presque aussi grande que mademoiselle Ingram, très mince, à la figure jaune et sévère, avait quelque chose d'ascétique,
qu'augmentait encore l'extrême simplicité de son étroite robe de laine noire, de son col empesé, de ses cheveux lissés sur les tempes. Enfin, elle portait pour tout ornement un chapelet d'ébène, au bout duquel pendait un crucifix. Je compris que c'était Élisa, quoique ce visage allongé et décoloré ressemblât bien peu à celui que j'avais connu. L'autre était bien certainement Georgiana, mais non pas la petite fée de 11 ans que je me rappelais svelte et mince. C'était une jeune fille très grasse et dans tout l'éclat de sa beauté. Jolie poupée de cire, aux traits beaux et réguliers, aux yeux bleus et languissants, aux boucles blondes. Sa robe était noire comme celle de sa sœur, mais elle en différait singulièrement par la forme. Elle était ample et élégante. Autant l'une affichait le puritanisme, autant l'autre annonçait le caprice. Dans chacune des sœurs, il y avait un des traits de la mère, mais un seul. L'aînée, maigre et pâle, avait les yeux de madame Reed. La plus jeune, nature riche et éblouissante, avait le contour des joues et du menton de sa mère. Chez Georgiana, ses contours étaient plus doux que chez madame Reed. Néanmoins, il donnait une expression de dureté à toute sa personne, qui, à part cela, était si souple et si voluptueuse. Lorsque j'entrai, les deux jeunes filles se levèrent pour me saluer. Elles m'appelèrent mademoiselle R. Le bonjour d'Élisa fut court et sec. Elle ne me sourit même pas. Elle se rassit et, fixant les yeux sur le feu, sembla m'oublier. Georgiana, après m'avoir demandé comment je me portais, me fit quelques questions sur mon voyage, sur le temps et d'autres lieux communs semblables. Sa voix était traînante. Elle me jetait de temps en temps un regard de côté pour m'examiner des pieds à la tête, passant des plis de mon manteau noir à mon chapeau, que ne relevait aucun ornement. Les jeunes filles ont un remarquable talent pour vous montrer qu'elles vous trouvent dépourvues de charme. Le dédain du regard, la froideur des manières, la nonchalance de la voix expriment assez leurs sentiments, sans qu'il leur soit nécessaire de se compromettre par une positive impertinence. Mais un sourire de dédain, soit franc, soit caché, ne me faisait plus la même impression qu'autrefois. Lorsque je me trouvais entre mes deux cousines, je fus étonné de voir combien je supportais facilement la complète indifférence de l'une et l'attention demi-railleuse de l'autre. Élisa ne pouvait me mortifier, ni Georgiana me déconcerter. Le fait est que j'avais à penser à autre chose. Les sensations qu'elle pouvait éveiller en moi n'étaient rien auprès des puissantes émotions qui, depuis quelque temps, avaient remué mon âme. J'avais éprouvé des douleurs et des joies bien vives auprès de celles qu'auraient excitées les demoiselles Reed. Aussi restai-je parfaitement insensible à leurs grands airs. « Comment va madame Reed ?» demandai-je bientôt en regardant tranquillement Georgiana, qui jugea convenable de relever la tête, comme si j'avais pris une liberté à laquelle elle ne s'attendait pas. « Madame Reed ? Ah, vous voulez parler de maman. Elle va mal. Je ne pense pas que vous puissiez la voir aujourd'hui. Je vous serais bien obligée si vous vouliez monter lui dire que je suis arrivée. » Georgiana tressaillit et ouvrit ses grands yeux bleus. « Je sais qu'elle désire beaucoup me voir, » ajoutai-je, « et je ne voudrais pas la faire attendre plus qu'il n'est absolument nécessaire. »« Maman n'aime pas à être dérangée le soir, » répondit Élisa. Au bout de quelques minutes, je me levai. Je retirai mon chapeau et mes gants tranquillement et sans y être invitée. Puis je dis aux deux jeunes filles que j'allais chercher Bessie, qui devait être dans la cuisine, et la prier de s'informer si madame Reed pouvait me recevoir. Je partis, et ayant trouvé Bessie, je lui dis ce que je désirais. Ensuite, je me mis à prendre des mesures pour mon installation. Jusque-là, l'arrogance m'avait toujours rendue craintive. 1 an auparavant, si j'avais été reçue de cette façon, j'aurais pris la résolution de quitter Gateshead le lendemain même. Mais maintenant, je voyais bien que c'eût été agir follement. J'avais fait un voyage de 100 000 pour voir ma tante, et je devais rester avec elle jusqu'à son rétablissement ou sa mort. Quant à l'orgueil et à la folie de ses filles, je devais ne pas y penser et conserver mon indépendance. Je m'adressai à la femme de charge, je lui demandai de me préparer une chambre, et je lui dis que je resterais probablement 1 semaine ou 2. Je me rendis dans ma chambre, après y avoir fait porter ma malle.
et je rencontrai Bessie sur le palier. « Madame est réveillée, me dit-elle. Je l'ai informée de votre arrivée. Suivez-moi, et nous verrons si elle vous reconnaîtra. » Je n'avais pas besoin qu'on me montrât le chemin de cette chambre où jadis j'avais été si souvent appelé, soit pour être châtié, soit pour être réprimandé. Je passai devant Bessie et j'ouvris doucement la porte. Comme la nuit approchait, on avait placé sur la table une lumière voilée par un abat-jour. Je vis le grand lit à 4 colonnes, les rideaux couleur d'ambre, comme autrefois. La table de toilette, le fauteuil, le marchepied sur lequel on m'avait tant de fois forcé à m'agenouiller pour demander pardon de fautes que je n'avais pas commises. Je jetai les yeux sur un certain coin, comptant presque y voir se dessiner le mince contour d'une verge, jadis redoutée, qui, pendue au mur, semblait guetter le moment où elle pourrait s'agiter comme un petit lutin et frapper mes mains tremblantes ou mon cou contracté. Je tirai les rideaux du lit et je me penchai sur les oreillers entassés. Je me rappelais la figure de madame Reed, et je me mis à chercher dans le lit l'image qui m'était familière. Heureusement que le temps tarit les désirs de vengeance et assoupit la colère et la haine. Lorsque j'avais quitté cette femme, mon cœur était plein d'aversion et d'amertume, et maintenant que je revenais vers elle, je ne sentais en moi que de la pitié pour ses grandes souffrances, le désir de pardonner toutes les injures, de me réconcilier avec elle et de presser amicalement ses mains. Madame Reed avait toujours le même visage sombre et impitoyable. Je revis ses yeux que rien ne pouvait adoucir, ses sourcils arqués, impérieux et despotiques. Que de fois, en me regardant, ils avaient exprimé la menace et la haine. Et, en la contemplant, je me rappelais les terreurs et les tristesses de mon enfance. Pourtant, me baissant vers elle, je l'embrassai. Elle me regarda. « Est-ce Jane Eyre ?» demanda-t-elle. « Oui, ma tante. Comment êtes-vous, chère tante ?» Autrefois, j'avais juré de ne jamais l'appeler ma tante. Mais je pensais maintenant qu'il n'y avait rien de mal à enfreindre ce serment. J'avais pris sa main qui pendait hors du lit, et si à ce moment elle eût affectueusement pressé la mienne, j'en aurais été heureuse. Mais les natures froides ne sont pas si facilement adoucies, ni les antipathies naturelles si vite détruites. Madame Reed retira sa main, et, éloignant son visage de moi, elle dit que la nuit était bien chaude. Elle me regarda froidement. À ce regard, je compris aussitôt que son opinion sur moi et ses sentiments à mon égard n'étaient pas changés et ne changeraient jamais. Je vis dans ses yeux de pierre, inaccessibles à la tendresse et aux larmes, qu'elle était décidée à me considérer toujours comme ce qu'il y avait de plus mauvais. Elle n'aurait éprouvé aucun généreux plaisir à me croire bonne. Elle en eût même été profondément mortifiée. Je sentis d'abord de la tristesse, puis de la colère. Enfin, je résolus de la dominer, en dépit de sa nature et de sa volonté. Les larmes m'étaient venues aux yeux, comme dans mon enfance. Je m'efforçais de les retenir. J'approchai une chaise du lit. Je m'assis et je me penchai vers le traversin. « Vous m'avez envoyé chercher, dis-je. Je suis venue, et j'ai l'intention de rester ici jusqu'à ce que vous soyez mieux. »« Oh, sans doute. Vous avez vu mes filles, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. »« Eh bien, dites-leur que je désire vous voir rester jusqu'à ce que je vous ai dit quelque chose qui me pèse. Aujourd'hui, il est trop tard. D'ailleurs, je ne me rappelle plus bien ce que c'est. » Elle était très agitée. Elle voulut ramener les couvertures sur elle, mais elle ne le put pas parce que mon bras était appuyé sur un des coins du couvre-pied. Aussitôt, elle se fâcha. « Levez-vous, dit-elle. Vous m'ennuyez à tenir ainsi les couvertures. Êtes-vous Jane Eyre ? J'ai eu avec cet enfant plus d'ennuis qu'on ne pourrait le croire. Quel fardeau ! Que de troubles elle m'a causé chaque jour avec son caractère incompréhensible, ses colères subites, son continuel examen de tous vos mouvements. Un jour, elle m'a parlé comme une folle, ou plutôt comme un démon. Jamais enfant n'a parlé ni regardé comme elle. J'ai été bien heureuse lorsqu'elle a quitté la maison. Qu'ont-ils fait d'elle à Lowood ? La fièvre y a éclaté. Beaucoup d'élèves sont mortes, mais pas elle. Et pourtant, j'ai dit qu'elle était morte. Je le souhaitais tant.
Étrange désir, madame Reed. Pourquoi la haïssiez-vous? J'ai toujours détesté sa mère. Elle était la sœur unique de mon mari, qu'il aimait tendrement. Il se mit en opposition avec sa famille quand celle-ci voulut renier la mère de Jane à cause de son mariage. Et lorsqu'il apprit sa mort, il pleura amèrement. Il envoya chercher l'enfant, bien que je lui conseillasse de la mettre plutôt en nourrice et de payer pour son entretien. Dès le premier jour où j'aperçus cette petite créature, chétive et pleureuse, je la détestais. Elle se plaignait toute la nuit dans son berceau. Au lieu de crier franchement comme les autres enfants, on ne l'entendait jamais que sangloter et gémir. Monsieur Reed avait pitié d'elle. Il la soignait et la berçait comme ses propres enfants, et même jamais il ne s'était autant occupé d'eux dans leur première enfance. Il essaya de rendre mes enfants affectueux envers la petite mendiante. Les pauvres petits ne purent pas la supporter. Monsieur Reed se fâchait contre eux lorsqu'ils montraient leur peu de sympathie pour Jane. Dans sa dernière maladie, il voulut avoir l'enfant constamment près de lui, et, 1 heure avant sa mort, il me fit jurer de la garder avec moi. J'aurais autant aimé être chargé de la fille d'un ouvrier des manufactures. Mais monsieur Reed était faible, très faible. John ne ressemble pas à son père, et j'en suis heureuse. Il me ressemble, et à mes frères aussi. C'est un vrai Gibson. Oh, je voudrais qu'il cessât de me tourmenter avec ses demandes d'argent. Je n'ai plus rien à lui donner. Nous devenons pauvres. Il faudra renvoyer la moitié des domestiques et fermer une partie de la maison ou la quitter. Je ne m'y déciderai jamais. Cependant, comment faire? Les 2/3 de mon revenu sont employés à payer des intérêts d'hypothèque. John joue beaucoup et perd toujours. Pauvre garçon. Il est entouré d'escrocs. Il est abattu. Son regard est effrayant. Quand je le vois ainsi, j'ai honte pour lui. Madame Reed s'exaltait de plus en plus. « Je pense que nous ferions mieux de la quitter, » dis-je à Bessie, qui se tenait de l'autre côté du lit. « Je le crois, mademoiselle. Il lui arriva souvent de parler ainsi quand la nuit approche. Le matin, elle est plus calme. » Je me levai. « Attendez !» s'écria madame Reed. « Je voulais encore vous dire autre chose. Il me menace continuellement de me tuer ou de se tuer lui-même. Quelquefois, dans mes rêves, je le vois étendu à terre, avec une large blessure au cou, ou la figure noire ou enflée. Je suis dans un singulier état. Je me sens bien troublée. Que faire? Comment me procurer de l'argent? Bessie s'efforça de lui faire prendre un calmant. Elle y parvint difficilement. Bientôt après, madame Reed devint plus calme et tomba dans une sorte d'assoupissement. Je la quittai. Plus de 10 jours s'écoulèrent sans que j'eusse de nouvelles conversations avec elle. Elle était toujours soit dans le délire, soit dans un sommeil léthargique, et le médecin défendait tout ce qui pouvait lui produire une impression douloureuse. Pendant ce temps, j'essayais de vivre en aussi bonne intelligence que possible avec Elisa et Georgiana. Dans le commencement, elles furent très froides. Elisa passait la moitié de la journée à lire, à écrire et à coudre, et c'est à peine si elle adressait une seule parole à moi ou à sa sœur. Georgiana murmurait des phrases sans signification à son serin pendant des heures entières, et ne faisait pas attention à moi. Mais j'étais résolue à m'occuper et à m'amuser. J'y parvins facilement, car j'avais apporté de quoi peindre. Munie de mes crayons et de mon papier, j'allais m'asseoir seule près de la fenêtre, et je me mettais à reproduire les scènes qui passaient sans cesse dans mon imagination. Un bras de mer entre 2 rochers, le lever de la lune éclairant un bateau, des roseaux et des glaïeuls d'où sort la tête d'une naïade couronnée de lotus, ou, enfin, un elfe assis dans le nid d'un moineau sous une aubépine en fleurs. Un jour, je me mis à dessiner une figure. Quelle figure? Peu m'importait. Je pris un crayon noir très doux et je commençai mon travail. J'eus bientôt tracé sur le papier un front large et proéminent, une figure carrée par le bas. Je me hâtais d'y placer les traits. Ce front demandait des sourcils bien dessinés. Puis, mon crayon indiqua naturellement les contours d'un nez droit et aux larges narines, d'une bouche flexible et qui n'avait rien de bas, d'un menton formé et séparé au milieu par une ligne fortement indiquée. Il manquait encore des moustaches noires et quelques touffes de cheveux flottants sur les tempes et sur le front. Maintenant, aux yeux. Je les avais gardés pour la fin.
parce que c'étaient eux qui demandaient le plus de soins. Je les fis beaux et bien fendus, les paupières longues et sombres, les prunelles grandes et lumineuses. « C'est bien, me dis-je en regardant l'ensemble, mais ce n'est pas encore tout à fait cela. Il faut plus de force et plus de flamme dans le regard. » Je rendis les ombres plus noires encore, afin que la lumière brillât avec plus de vivacité. 1 ou 2 coups de crayon achevèrent mon œuvre. J'avais sous les yeux le visage d'un ami. Peu m'importait si ces jeunes filles me tournaient le dos. Je regardais le portrait, et je souriais devant cette frappante ressemblance. J'étais absorbée et heureuse. « Est-ce le portrait de quelqu'un que vous connaissez ?» demanda Élisa, qui s'était approchée de moi sans que je m'en fusse aperçue. Je répondis que c'était une tête de fantaisie, et je me hâtais de la placer avec mes autres dessins. Sans doute, je mentais, car c'était le portrait frappant de M. Rochester. Mais que lui importait, à elle ou à tout autre? En ce moment, Georgiana s'avança également pour regarder. Mes autres dessins lui plurent beaucoup, mais quant à la tête, elle la déclara laide. Toutes deux semblaient étonnées de ce que je savais en dessin. Je leur offris de faire leur portrait, et chacune posa à son tour pour une esquisse au crayon. Georgiana m'apporta son album, où je promis de mettre une petite aquarelle. Je la vis reprendre aussitôt sa bonne humeur. Elle me proposa une promenade dans les champs. Nous étions sortis depuis 2 heures à peine, que déjà nous étions plongés dans une conversation confidentielle. Elle m'avait fait l'honneur de me parler du brillant hiver passé à Londres 2 ans auparavant, de l'admiration excitée par elle, des soins dont elle était l'objet. Elle me laissa même entrevoir la grande conquête qu'elle avait faite. Dans l'après-midi et la soirée, j'en appris encore davantage. Elle me rapporta quelques douces conversations, quelques scènes sentimentales. Enfin, elle improvisa pour moi, en ce jour, tout un roman de la vie élégante. Ses communications se renouvelaient et roulaient toujours sur le même thème. Elle, ses amours et ses chagrins. Pas une seule fois elle ne parla de la maladie de sa mère, de la mort de son frère ou du triste avenir de la famille. Elle semblait tout absorbée par le souvenir de son joyeux passé et par ses aspirations vers de nouveaux plaisirs. C'est tout au plus si elle passait 5 minutes chaque jour dans la chambre de sa mère malade. Élisa continuait à peu parler. Évidemment, elle n'avait pas le temps de causer. Je n'ai jamais vu personne aussi occupée qu'elle semblait l'être, et pourtant il était difficile de dire ce qu'elle faisait, ou du moins de voir les résultats de son activité. Elle se levait toujours très tôt, et je ne sais à quoi elle employait son temps avant le déjeuner. Mais après, elle le divisait en portions régulières, et chaque heure différente amenait un travail différent. 3 fois par jour, elle étudiait un petit volume. En l'examinant, je reconnus que c'était un livre de prières catholiques. Un jour, je lui demandai quel attrait elle pouvait trouver dans ce livre. Elle me répondit ces seuls mots, « la rubrique ». Elle passait 3 heures par jour à broder, avec un fil d'or, un morceau de drap rouge, presque de la grandeur d'un tapis. En réponse à mes questions sur ce sujet, elle m'apprit que cet ouvrage était destiné à recouvrir l'autel d'une église nouvellement bâtie près de Gateshead. Elle consacrait 2 heures à son journal, 2 autres à travailler seule dans le jardin de la cuisine, et une à régler ses comptes. Elle paraissait n'avoir besoin ni de conversation ni de société. Je crois qu'elle était heureuse à sa manière. La routine lui suffisait. Et elle était vivement contrariée lorsqu'un accident quelconque la forçait à rompre son invariable régularité. Un soir, plus communicative qu'à l'ordinaire, elle me dit avoir été profondément affligée par la conduite de John et la ruine qui menaçait sa famille. Mais elle ajouta que maintenant sa résolution était prise, qu'elle avait mis sa fortune à l'abri. Après la mort de sa mère, et elle remarquait en passant que la malade ne pouvait pas recouvrer la santé, ni même traîner longtemps, après la mort de sa mère donc, elle devait mettre à exécution un projet très longtemps chéri. Elle devait chercher un refuge où rien ne troublerait la ponctualité de ses habitudes, une retraite qui servirait de barrière entre elle et le monde frivole. Je lui demandai si Georgiana l'accompagnerait. Certainement non. Georgiana et elle n'avaient jamais eu et n'avaient encore rien de commun. Pour aucune raison, elle n'aurait voulu supporter l'ennui de sa compagnie. Georgiana devait suivre sa route,
et Elisa la sienne. Le temps que Georgiana ne passait pas à m'ouvrir son cœur, elle restait étendue sur un sofa, à déplorer la tristesse qui régnait dans la maison et à désirer que sa tante Gibson lui envoyât une invitation pour aller à la ville. « Il vaudrait bien mieux pour moi, disait-elle, passer 1 ou 2 mois hors d'ici jusqu'à ce que tout fût fini. » Je ne lui demandai pas ce qu'elle voulait dire par ces mots, mais je pense qu'elle faisait allusion à la mort prochaine de sa mère et au service funèbre. Elisa ne s'inquiétait généralement pas plus des plaintes et de l'indolence de sa sœur que si elle n'eût pas existé. Un jour cependant, après avoir achevé ses comptes et pris sa broderie, elle interpella sa sœur de la manière suivante. « Georgiana, certainement jamais animal plus vain et plus absurde que vous n'a eu permission d'embarrasser la terre. Vous n'aviez aucune raison pour naître, car vous ne vous servez pas de la vie. Au lieu de vivre pour vous, en vous et avec vous, comme devrait le faire toute créature raisonnable, vous ne cherchez qu'à appuyer votre faiblesse sur la force de quelque autre. Si personne ne veut se charger d'une créature lourde, impuissante et inutile, vous criez que vous êtes maltraité, négligé et misérable. L'existence, pour vous, doit être sans cesse variée et remplie de plaisir. Sans cela, vous trouvez que le monde est une prison. Il faut que vous soyez admiré, courtisé, flatté. Vous avez besoin de musique, de danse et de monde, ou bien vous devenez languissante. N'êtes-vous pas capable d'adopter un système qui rendrait impuissants les efforts de la volonté des autres? Prenez une journée, divisez-la en plusieurs parties, appropriez un travail quelconque à chacune de ces parties, n'ayez pas un quart d'heure, 10 minutes, 5 minutes même qui ne soit employé. Que chaque chose soit faite à son tour, avec méthode et régularité, et vous arriverez à la fin de la journée sans vous en apercevoir. Vous ne serez redevable à personne de vous avoir aidé à passer le temps. Vous n'aurez demandé à personne sa compagnie, sa conversation ou sa sympathie. En un mot, vous aurez vécu comme devrait vivre tout être indépendant. Écoutez ce conseil, le premier et le dernier que vous recevrez jamais de moi, et alors, quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas plus besoin de moi que d'aucun autre. Si vous le négligez, eh bien, vous continuerez à vous plaindre, à traîner partout votre indolence et à subir les résultats de votre stupidité, quelque tristes et insupportables qu'ils puissent être. Je vais vous parler franchement. Ce que j'ai à vous dire, je ne le répéterai plus, mais j'agirai en conséquence. Après la mort de ma mère, je ne m'inquiète plus de vous. Du jour où son cercueil aura été transporté dans les caveaux de Gateshead, vous et moi serons aussi séparés que si nous ne nous étions jamais connus. N'allez pas croire que, parce que le hasard nous a fait naître des mêmes parents, je vous laisserai m'enchaîner, même par le lien le plus faible. Voici ce que je vous dis. Si toute l'humanité venait à disparaître de la surface du globe, excepté nous, si nous restions seuls sur la terre, je vous abandonnerais dans le vieux monde, et je m'en irais vers la terre nouvelle. Elisa cessa de parler. « Vous auriez pu vous épargner la peine de débiter cette tirade, répondit Georgiana. Tout le monde sait que vous êtes la créature la plus égoïste et la plus dépourvue de cœur qui existe. Vous me haïssez. J'en ai eu une preuve dans le tour que vous m'avez joué à propos de Lord Edwin Vere. Vous ne pouviez pas vous habituer à l'idée que je serais au-dessus de vous, que j'aurais un titre, que je serais reçu dans des salons où vous n'oseriez pas seulement vous montrer. Aussi, vous avez agi en espion et en traître, et vous avez détruit mes projets pour jamais. » Georgiana prit son mouchoir et se moucha pendant 1 heure environ. Elisa demeura froide, impassible et assidue. Il y a des gens qui font peu de cas d'une tendresse véritable et généreuse. J'avais sous les yeux 2 natures chez lesquelles ce sentiment n'existait pas. L'une avait une intolérable amertume, l'autre manquait de saveur. La tendresse sans la raison constitue un caractère faible et impuissant, mais la raison sans la tendresse rend l'âme aigre et rude. Le temps était humide, et le vent sifflait. Georgiana s'était endormie sur le sofa en lisant un roman. Elisa était allée entendre un service à la nouvelle église, car elle était sévère pour ce qui concernait la religion. Aucun temps ne pouvait empêcher le ponctuel accomplissement de ce qu'elle regardait comme ses devoirs religieux. Par la pluie ou le soleil, elle se rendait 3 fois à l'église le dimanche,
et, dans la semaine, toutes les fois qu'il y avait des prières. J'eus alors l'idée d'aller voir l'état de la pauvre femme, qui était à peine soignée. Les domestiques s'inquiétaient peu d'elle. La garde, n'étant pas surveillée, s'échappait de la chambre dès qu'elle le pouvait. Bessie était fidèle, mais elle avait à s'occuper de sa famille et ne montait au château que de temps en temps. Au moment où j'entrai dans la chambre, je n'y vis personne. La garde n'y était pas. La malade était couchée tranquillement et semblait toujours plongée dans sa léthargie. Sa figure livide était enfoncée dans ses oreillers. Le feu s'éteignait. Je le ranimais, j'arrangeais les draps, je regardais un instant celle qui ne pouvait plus me voir, puis je me dirigeais vers la fenêtre. La pluie battait contre les vitres et le vent soufflait impétueusement. Je pensais en moi-même. Sur ce lit est couché quelqu'un qui bientôt ne sera plus au milieu de la guerre des éléments. Cet esprit qui maintenant lutte contre la matière, où ira-t-il lorsqu'il sera enfin délivré? En sondant ce grand mystère, le souvenir d'Hélène Burns me revint. Je me rappelais ses dernières paroles, sa foi, sa doctrine sur l'égalité des âmes une fois délivrées du corps. Ma pensée écoutait cette voix dont je me souvenais si bien. Je voyais encore cette figure pâle, mourante et divine, ce regard sublime, lorsque, couchée sur son lit de mort, elle aspirait à retourner dans le sein de son Père céleste. Tout à coup, une voix faible, partie du lit, murmura. « Qui est là ?» Je savais que madame Reed n'avait pas parlé depuis plusieurs jours. Allait-elle revenir à la santé? Je m'approchai d'elle. « C'est moi, ma tante, » dis-je. « Qui, moi ?» répondit-elle. « Qui êtes-vous » Puis elle fixa sur moi un regard surpris, alarmé, mais pas complètement égaré. « Je ne vous connais pas. Où est Bessie ?»« Elle est à la loge, ma tante. »« Ma tante ?» répéta-t-elle. « Qui m'appelle tante ? Vous n'êtes pas une Gibson, et pourtant je vous connais. Cette figure, ces yeux, ce front me sont familiers. Vous ressemblez... Mais vous ressemblez à Jane Eyre ?» Je ne répondis rien. J'avais peur de lui faire mal en lui disant qui j'étais. « Oui, » dit-elle, « je crains que ce ne soit une erreur. Je me trompe. Je désirais voir Jane Eyre, et je me figure une ressemblance là où il n'en existe pas. D'ailleurs, en 8 années, elle doit avoir changé. » Je l'assurai doucement que j'étais bien celle qu'elle avait cru reconnaître et qu'elle désirait voir. M'apercevant qu'elle me comprenait et qu'elle avait entière connaissance, je lui expliquai comment le mari de Bessie était venu me chercher à Thornfield. « Oui, je sais que je suis très malade, » reprit-elle au bout de peu de temps. « Il y a quelques instants, j'ai voulu me tourner, et je n'ai pas pu remuer un seul membre. Il vaut mieux que je délivre mon esprit avant de mourir. Dans l'état où je suis, on trouve lourd ce qui semble léger lorsqu'on se porte bien. La garde est-elle ici? Ou bien êtes-vous seule dans la chambre ?» Je l'assurai que j'étais seule. « Eh bien, dit-elle, je vous ai nui 2 fois, et je le regrette maintenant. La première, en n'accomplissant pas la promesse que j'avais faite à mon mari de vous élever comme mes enfants. L'autre... » Elle s'arrêta. « Après tout, cela n'a peut-être pas beaucoup d'importance, » murmura-t-elle. « Et puis je peux guérir. Il est si pénible de m'humilier ainsi devant elle. » Elle fit un effort pour changer de position, mais ne put pas. Sa figure s'altéra et sembla exprimer une douleur intérieure, peut-être quelque trouble précurseur de l'agonie. « Allons, il le faut bien, » dit-elle. « L'éternité est devant moi. Je ferais mieux de le lui dire. »« Ouvrez ma toilette, » ajouta-t-elle, « et apportez la lettre que vous y verrez. » Je lui obéis. « Lisez-la maintenant, » dit-elle. Elle était courte et ainsi conçue. « Madame, voudriez-vous avoir la bonté de m'envoyer l'adresse de ma nièce Jane Eyre et de me dire comment elle se porte ?
Mon intention est d'écrire brièvement et mon désir de la faire venir à Madère. La Providence a béni mes efforts. J'ai pu amasser quelque chose. Je n'ai ni femme ni enfant. Je veux l'adopter pendant ma vie et lui laisser à ma mort tout ce que je possède. Je suis, madame, etc. John R. Madère. La lettre était datée de 3 ans auparavant. Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de cela ? Demandai-je. Parce que je vous détestais trop profondément pour prêter la main à votre élévation et à votre prospérité. Je ne pouvais pas oublier votre conduite à mon égard, Jane. La fureur avec laquelle vous vous êtes une fois tournée contre moi. Le ton avec lequel vous m'aviez déclaré que vous me détestiez plus que personne au monde. Votre regard qui n'avait rien d'un enfant. Votre voix lorsque vous avez assuré que ma pensée seule vous rendait malade. Et que je vous ai traité avec cruauté. Je ne pouvais pas oublier mes propres sensations, lorsque vous vous étiez levé et que vous aviez jeté sur moi le venin de votre esprit. J'étais aussi effrayé alors que si un animal poussé ou frappé par moi se fût mis à me regarder avec les yeux d'un homme, ému maudite, avec une voix humaine. Apportez-moi de l'eau. Oh, dépêchez-vous. Chère Madame Reed, lui dis-je en lui offrant ce qu'elle me demandait. Ne pensez plus à toutes ces choses. Effacez-les de votre souvenir. Pardonnez-moi mon langage passionné. J'étais une enfant alors. 8, 9 années se sont écoulées depuis ce jour. Elle ne fit pas attention à ce que je disais, mais lorsqu'elle eut bu et repris haleine, elle continua ainsi. Je vous dis que je ne pouvais pas oublier, et je me vengeais. Je ne pouvais pas accepter de vous voir adopté par votre oncle et vivant dans l'aisance. Je lui écrivis. Je lui dis que j'étais désolé que ses projets ne pussent pas s'accomplir, mais que Jane R. était morte de typhus à Lowood. Maintenant, faites ce que vous voudrez. Écrivez pour contredire mon assertion. Exposez mon mensonge. Dites tout ce qu'il vous plaira. Je crois que vous êtes né pour être mon tourment. Ma dernière heure est empoisonnée par le souvenir d'une faute que, sans vous, je n'aurais jamais été tenté de commettre. Si vous pouviez ne plus y penser, ma tante, et me regarder avec tendresse et indulgence. Vous avez une mauvaise nature, me dit-elle. Une nature qu'il m'a été impossible de comprendre jusqu'à ce jour. Comment, pendant 9 ans, avez-vous pu être patiente et accepter tous les traitements, et pourquoi, la 10e année, avez-vous laissé éclater votre violence? Voilà ce que je n'ai jamais compris. Je ne pense pas que ma nature soit mauvaise, repris-je. Je suis peut-être violente, mais non pas vindicative. Bien des fois, dans mon enfance, j'aurais été heureuse de vous aimer, si vous l'aviez voulu, et maintenant je désire vivement me réconcilier avec vous. Embrassez-moi, ma tante. J'approchai ma joue de ses lèvres, mais elle ne la toucha pas. Elle me dit que je l'oppressais en me penchant sur son lit, et me redemanda de l'eau. Lorsque je la recouchai, car je l'avais soulevée avec mon bras pendant qu'elle buvait, je pris dans mes mains ses mains froides. Mais ses faibles doigts essayèrent de m'échapper, ses yeux vitreux évitèrent les miens. « Eh bien, dis-je enfin, aimez-moi ou haïssez-moi. En tout cas, vous avez mon plein et libre pardon. Demandez celui de Dieu et soyez en paix. » Pauvre femme malade. Il était trop tard désormais pour changer son âme. Vivante, elle m'avait haï. Mourante, elle devait me haïr encore. La garde entra, suivie de Bessie. Je restai encore une demi-heure, espérant découvrir chez Madame Reed quelques marques d'affection. Mais elle n'en donna aucune. Elle était retombée dans son engourdissement. Elle ne recouvra pas ses esprits. Elle mourut la nuit même, à minuit. Je n'étais pas là pour lui fermer les yeux, et ses filles non plus. Le lendemain, on vint nous avertir que tout était fini. Élisa et moi nous allâmes pour la voir. Georgiana, en apprenant cette nouvelle, se mit à sangloter tout haut et dit qu'elle n'osait pas venir avec nous. Sarah Reed, jadis robuste, active, rigide et calme,
était étendu sur son lit de mort. Ses yeux de bronze étaient recouverts par leurs froides paupières. Son front et ses traits vigoureux portaient encore l'empreinte de son âme inexorable. Ce cadavre était pour moi un objet étrange et solennel. J'y jetai un regard sombre et triste. Il n'inspirait aucun doux sentiment d'espérance, de pitié ou de résignation. Je sentis une poignante angoisse à cause de ces douleurs, non pas de ma perte, et une sombre terreur devant la mort contemplée sous cette forme effrayante. Élisa regarda sa mère avec calme, puis elle dit, après un silence de quelques minutes, « Avec sa constitution, elle aurait dû vivre longtemps. Les chagrins l'ont tuée. » La bouche d'Élisa fut un instant contractée par un spasme léger. Puis elle quitta la chambre et je la suivis. Personne n'avait versé une larme. Chapitre 22. Monsieur Rochester ne m'avait accordé qu'une semaine, et pourtant je ne quittais Gateshead qu'au bout d'un mois. Je voulais partir immédiatement après les funérailles. Mais Georgiana me pria de rester jusqu'à son départ pour Londres, car elle venait enfin d'être invitée par son oncle, Monsieur Gibson, qui était venu assister à l'enterrement de Madame Reed et régler les affaires de famille. Georgiana disait qu'elle craignait de rester seule avec sa sœur, car elle ne pouvait trouver près d'elle ni sympathie pour ses tristesses, ni soutien pour ses terreurs. Elle ne voudrait même pas l'aider dans ses préparatifs. Je fus donc obligé de supporter aussi bien que possible les plaintes et les lamentations de cet esprit faible, et je fis de mon mieux pour coudre et emballer ses toilettes. Il est vrai que, pendant que je travaillais, elle se reposait, et je pensais en moi-même. Si nous étions destinés à vivre ensemble, ma cousine, nous commencerions les choses différemment. Je ne m'accommoderais pas de tout supporter ainsi. Je vous laisserais votre part de travail, et si vous ne la faisiez pas, eh bien, personne n'y toucherait. Je vous demanderais aussi de garder pour vous quelques-unes de ces plaintes à moitié sincères. Mais comme nos rapports doivent être très courts et ont commencé sous de tristes auspices, je consens à être facile et patiente. Enfin, Georgiana partit. Ce fut alors Élisa qui me pria de rester encore une semaine. Ses plans, disait-elle, demandaient tout son temps et toute son attention. Elle devait se rendre dans un pays inconnu. Elle s'enfermait dans sa chambre et y restait toute la journée à remplir des malles, à vider des tiroirs et à brûler des papiers. Elle n'avait de communication avec personne. Elle me demanda de surveiller la maison, de recevoir les visites et de répondre aux lettres de condoléances. Un matin, elle me dit que j'étais libre, et elle ajouta « Je vous remercie de vos services et de votre conduite discrète. Il y a une grande différence entre vivre avec quelqu'un comme vous ou avec Georgiana. Vous accomplissez votre tâche dans la vie, et vous n'êtes à charge à personne. Demain, continua-t-elle, je pars pour le continent. J'irai m'installer dans une maison religieuse, près de l'île. Un couvent, comme vous diriez. Là, je serai tranquille. Pendant quelque temps, j'étudierai le dogme catholique, et j'examinerai soigneusement ce système religieux. Si, comme je le crois, il est combiné pour que toutes choses soient faites décemment et en ordre, j'accepterai les lois de Rome et je prendrai probablement le voile. » Je n'exprimai aucune surprise lorsqu'elle m'apprit sa résolution, et je n'essayai nullement de la dissuader. Voilà qui vous convient parfaitement, pensai-je. Au contraire, Dieu veuille que cela vous fasse du bien. Quand nous nous séparâmes, elle me dit « Adieu, cousine Jane. Je vous souhaite du bonheur. Vous avez passablement de bon sens. »« Vous n'en manquez pas non plus, Élisa, lui répondis-je, mais je pense qu'avant une année, votre bon sens sera enfermé dans les murs d'un couvent français. Du reste, ces choses ne me regardent pas, et, si cela vous convient, peu m'importe. »« Vous avez raison, » reprit-elle, et chacune de nous prit une route différente. Comme je n'aurais plus occasion de parler ni d'elle ni de sa sœur, j'avertirai tout de suite le lecteur que Georgiana épousa un vieux noble très riche, et qu'Élisa prit le voile. Elle est maintenant au prieuré du couvent où eut lieu son noviciat,
et qu'elle dota de sa fortune. Je ne connaissais pas encore les sensations qu'on éprouve en retournant chez soi après une absence. Je savais ce que j'avais éprouvé dans mon enfance quand je rentrais à Gateshead après une longue promenade pour y être grondé à cause de ma mine froide et triste. Plus tard, lorsque je revenais de l'église à Lowood, je désirais un repas nourrissant et un bon feu, et je ne pouvais avoir ni l'un ni l'autre. Les retours n'avaient rien de très agréable. Je n'étais pas attiré vers ma demeure par un de ces aimants dont la force attractive augmente à mesure que l'objet approche. Je ne savais pas encore l'effet que devait me produire le retour à Thornfield. Mon voyage me sembla très ennuyeux. Il fallait faire 50 milles le premier jour, autant le second, et passer une nuit à l'hôtel. Pendant les 12 premières heures, je pensais aux derniers moments de Madame Reed. Je voyais sa figure pâle et décomposée. J'entendais sa voix altérée. Je me rappelais le jour des funérailles, le cercueil, le corbillard, la longue file des fermiers et des serviteurs, le petit nombre de parents, les caveaux lugubres, l'église silencieuse, le service solennel. Puis, je songeais à Elisa et à Georgiana. Je voyais l'une s'étalant dans un bal, l'autre enfermée dans la cellule d'un couvent, et je méditais en moi-même les particularités de leur personne et de leur caractère. Le soir, j'arrivais à la ville de... Mes pensées s'évanouirent, et, pendant la nuit, mon imagination se reporta sur toute autre chose. Étendu sur mon lit de voyage, j'oubliais le passé pour songer à l'avenir. Je retournais à Thornfield, mais pour combien de temps? J'étais persuadée que mon séjour n'y serait pas long. J'avais reçu une lettre de Madame Fairfax. Elle m'apprenait que les invités de M. Rochester venaient de quitter le château. M. Rochester était à Londres depuis 3 semaines, mais il devait revenir dans une quinzaine de jours. Madame Fairfax me disait qu'il était allé faire des préparatifs pour son mariage et qu'il avait parlé d'acheter une voiture neuve. Elle ajoutait que ce mariage avec mademoiselle Ingram lui paraissait toujours bien étrange, mais que, d'après ce qu'elle entendait dire et ce qu'elle voyait elle-même, elle ne pouvait plus douter que la cérémonie ne dût être prochaine. « Ce serait bien de l'incrédulité que de ne pas croire encore, me disais-je tout bas. Non, je suis persuadée maintenant. Et alors je me demandais où j'irais. Je rêvais à mademoiselle Ingram toute la nuit. Dans un de mes rêves, je la vis me fermer les portes de Thornfield et me montrer la grande route. Monsieur Rochester la regardait, les bras croisés, et promenait sur nous deux son sourire sardonique. Je n'avais pas écrit à Madame Fairfax le jour de mon arrivée, parce que je ne désirais pas qu'on envoyât une voiture pour moi à Millcote. J'avais l'intention de faire tranquillement ce petit trajet, et, après avoir laissé ma malle aux soins de l'hôtelier, je quittai l'auberge de George à 6 heures du soir, et je pris le chemin qui conduisait à Thornfield. La route se faisait en partie au milieu des champs et était peu fréquentée. C'était par une soirée d'été douce et belle, mais non pas brillante et splendide. Les faucheurs travaillaient encore, et le ciel, bien que chargé de quelques nuages, promettait un beau temps. Le bleu du ciel était doux et pur dans les endroits où il se laissait voir. Les nuages étaient légers et hauts. L'Occident, d'une teinte chaude, n'était traversé par aucune lueur humide. On eût dit un foyer allumé, un autel embrasé derrière ses vapeurs marbrées, et, à travers les fentes, on apercevait des rayons d'un rouge doré. Je me sentais heureuse de voir le chemin s'abréger devant moi, si heureuse que je m'arrêtais pour me demander ce que signifiait cette joie et pour me répéter que je ne retournais pas chez moi, ni dans un endroit où je dusse toujours rester, ni dans un lieu où je serais attendue par d'affectueux amis. Madame Fairfax, me disais-je, me souhaitera tranquillement la bienvenue. La petite Adèle battra des mains et sautera de joie en me voyant. Mais je pense à un autre qui ne pense pas à moi. Cependant, rien n'est plus entêté que la jeunesse, plus aveugle que l'inexpérience, et toutes deux affirmaient qu'avoir le privilège de regarder M. Rochester, quand même il ne ferait pas attention à moi,
C'était déjà un bonheur assez grand. Puis elles ajoutaient « Dépêchez-vous, dépêchez-vous, tâchez d'être avec lui pendant que vous le pouvez. Encore quelques jours, ou tout au plus quelques semaines, et vous serez séparés de lui pour jamais. » Alors j'étouffais une nouvelle agonie, une pensée que je ne pouvais ni avouer ni entretenir en moi. On faisait aussi les foins dans les prairies de Thornfield, ou plutôt les paysans retournaient chez eux, le râteau sur l'épaule, au moment où j'arrivais. Il ne me restait plus qu'un ou deux champs et la route à traverser avant d'atteindre les portes du château. Les buissons étaient pleins de roses, mais je n'avais pas le temps d'en cueillir. Je désirais être arrivé. Je passais devant un grand églantier qui avançait ses branches fleuries jusqu'au milieu du sentier. J'aperçus la barrière étroite et les marches de pierre. Monsieur Rochester était assis là, un livre et un crayon à la main. Il écrivait. Ce n'était pas un fantôme, et pourtant je me sentis faiblir un instant. Pendant 1 minute, je ne fus pas maîtresse de moi. Qu'est-ce que cela signifiait? Je ne pensais pas trembler ainsi en le voyant, et je ne croyais pas que sa présence me ferait perdre la faculté de remuer ou de parler. Dès que je pourrai marcher, me dis-je, je retournerai sur mes pas. Je ne veux pas devenir complètement idiote. Je connais un autre chemin qui me conduira au château. Mais quand même, j'en aurais connu 20. Cela ne m'aurait servi à rien, car il m'avait vu. « Oh là !» s'écria-t-il en déposant son livre et son crayon. « Vous voilà donc ? Venez ici, s'il vous plaît. » Je pense que je m'avançai vers lui, quoique je ne puisse pas dire de quelle manière. J'avais à peine conscience de ce que je faisais, et tout ce que je désirais, c'était paraître calme, et surtout dominer les muscles de ma figure, qui, rebelle à ma volonté, s'efforçait d'exprimer ce que j'avais résolu de cacher. Mais heureusement, j'avais un voile. Je le baissai. Maintenant même, me dis-je, j'aurais peut-être encore de la peine à faire bonne contenance. « Et c'est là Jane Eyre, reprit monsieur Rochester. Vous êtes venu à pied de Millcote ? Que voilà encore un tour digne de vous. Pourquoi ne pas avoir envoyé chercher une voiture au château et vous être fait traîner sur la route comme tout le monde, plutôt que d'errer seul à la nuit tombante près de votre demeure, comme une ombre ou un songe? Que diable avez-vous fait pendant le mois dernier? » « J'ai été avec ma tante qui est morte, monsieur. » « Cette réponse est bien de vous. Bons anges, venez à mon secours. Elle arrive de l'autre monde, de la demeure de ceux qui sont morts, et ne craint pas de me le dire, lorsqu'elle me rencontre seule dans l'obscurité. Si j'osais, je vous toucherais pour m'assurer que vous êtes un corps et non pas une ombre, petite elfe. Mais autant essayer à prendre un feu follet dans un marais. Petite paresseuse, ajouta-t-il, après s'être arrêté un instant, vous avez été loin de moi pendant tout un mois, et sans doute vous m'avez oublié. Je savais que j'aurais du plaisir à voir mon maître, mais que ce plaisir serait mélangé de tristesse à la pensée que bientôt il cesserait d'être mon maître, et que je n'étais rien pour lui. Cependant, il y avait chez monsieur Rochester, du moins je le pensais, une telle puissance pour communiquer le bonheur, que même goûter aux miettes qu'il éparpillait aux oiseaux étrangers comme moi, c'était prendre part à un splendide festin. Ces dernières paroles avaient été un baume. Elles semblaient signifier qu'il ne lui était pas indifférent de se voir oublié par moi. Puis, il avait appelé Thornfield ma demeure. Hélas, je l'aurais bien désiré. Il ne semblait pas disposé à quitter l'escalier, et j'osais à peine le prier de me faire place. Au bout de quelque temps, je lui demandai enfin s'il n'avait pas été à Londres. « Oui, » me répondit-il. « Vous l'avez deviné, je suppose. »« Madame Fairfax me l'a écrit. »« Et vous a-t-elle dit pourquoi ?»« Oh oui, monsieur, tout le monde le savait. »« Eh bien, Jane, il faudra que je vous montre la voiture, et vous me direz si elle convient bien à la femme de monsieur Rochester, et si,
étendue sur ses coussins rouges, elle n'aura pas l'air de la reine Boadicea. Voyez-vous, Jane, je voudrais que mon extérieur s'accordât un peu mieux avec le sien. Dites-moi, petite fée, ne pourriez-vous pas me donner quelque fiole merveilleuse qui me rendît beau? Cela dépasse le pouvoir de la magie, monsieur. Et j'ajoutais en moi-même. Un œil aimant est le plus grand charme. Ce charme-là, vous l'avez, et l'expression dure de votre visage a plus de pouvoir que la beauté même. Souvent, M. Rochester avait lu mes pensées avec une justesse que je ne pouvais comprendre. Pour le moment, il sembla ne point écouter ma réponse brève. Il me sourit d'un de ces sourires que lui seul possédait, et dont il n'usait que dans de rares occasions. Il le trouvait sans doute trop beau pour en abuser. C'était la flamme brillante du sentiment, et, en me regardant, il jeta sur moi cet éclatant rayon. « Passez, Jane, me dit-il, en me faisant place sur l'escalier. Retournez au château, et arrêtez votre petit pied errant et fatigué sur le seuil d'un ami. » Ce que j'avais de mieux à faire, c'était de lui obéir en silence, car je n'avais plus de raison pour causer avec lui. Je montais les marches sans dire un mot et résolu à le quitter avec calme. Mais quelque chose me retenait. Une force irrésistible me contraignit à me retourner. Je m'écriai, ou plutôt un sentiment que je ne pouvais maîtriser s'écria, en dépit de ma ferme volonté. « Merci, monsieur Rochester, merci de votre grande bonté. Je suis bien heureuse d'être revenue près de vous. Et où vous êtes? Là est ma demeure, ma seule demeure. » Alors je me mis à marcher si vite que, s'il eût voulu me rattraper, il aurait eu de la peine. La petite Adèle devint presque folle de joie lorsqu'elle me revit. Madame Fairfax me reçut avec sa bonté ordinaire. Lee me sourit, et Sophie elle-même me dit bonsoir d'un air joyeux. Tout cela me parut très agréable. Il n'y a pas de bonheur plus grand que d'être aimé par ses semblables, et de sentir que votre présence est une joie pour eux. Ce soir-là, je fermais résolument les yeux pour ne pas voir l'avenir. Je me bouchais les oreilles pour ne pas entendre la voix qui m'annonçait une prochaine séparation et des tristesses prochaines. Le thé achevé, Madame Fairfax prit son tricot. Je m'assis sur une petite chaise près d'elle, et Adèle, agenouillée sur le tapis, se pressa contre moi. Un sentiment de mutuelle affection semblait nous avoir entourés d'un cercle de paix. Alors, dans le silence de mon âme, je priais Dieu de ne pas nous séparer trop tôt. Nous étions ainsi groupés, lorsque M. Rochester entra, sans s'être fait annoncer. Il sembla satisfait en nous voyant si unis. « Madame Fairfax, dit-il, doit être bien contente d'avoir retrouvé sa fille d'adoption, et je vois qu'Adèle est toute prête à croquer sa petite maman anglaise. » En l'entendant ainsi parler, j'espérais presque que, même après son mariage, il pourrait peut-être nous laisser toutes ensemble, nous placer dans quelque abri protégé par lui, et que sa présence viendrait de temps en temps réjouir. Thornfield resta 15 jours dans un calme complet. On ne parlait plus du mariage de M. Rochester, et aucun préparatif ne se faisait. Presque tous les jours, je demandais à Madame Fairfax si elle avait entendu dire quelque chose de définitif. Sa réponse était toujours négative. Une fois, elle me dit avoir demandé à M. Rochester quand il amènerait sa femme au château. Il ne lui avait répondu que par une plaisanterie et un regard étrange, et elle ne savait qu'en conclure. Il y avait encore une chose qui m'étonnait beaucoup, c'est que personne de la famille Ingram ne venait au château, et que M. Rochester ne se rendait jamais à Ingram Park. Il est vrai que Blanche ne demeurait pas dans le même pays que M. Rochester, et que pour y arriver, il fallait traverser 20 milles. Mais qu'étaient 20 milles pour un amoureux passionné? Pour un cavalier aussi habile et aussi infatigable que M. Rochester? Ce n'était qu'une promenade. Je commençais à me bercer de l'espérance que le mariage était brisé, que la rumeur publique s'était trompée, que l'un des partis, ou tous deux, avait changé d'opinion. Ordinairement, j'étudiais la figure de mon maître pour savoir s'il était irrité ou triste. Mais jamais je ne l'avais vu aussi dégagé de nuages et de mauvais sentiments qu'alors.
Si, dans les instants que mon élève et moi passions avec lui, il me voyait manquer de courage et tomber dans l'abattement, il s'efforçait d'être gai. Jamais il ne m'avait fait venir si souvent en sa présence. Jamais il n'avait été aussi bon pour moi. Hélas, jamais je ne l'avais tant aimé.